l'acte à la parole. Oui. Et que par la suite, les États-Unis sous Kennedy, pourquoi les Américains jusqu'à présent ont la nostalgie de Kennedy? Parce que Kennedy était un politicien téméraire. Il disait ce qu'il faisait. Et je vous le jure que tout ce qu'il a fait nous a impacté de manière extrêmement grave. Oui. Quand il a pris la décision, par exemple, de faire la conquête de l'espace, oui, d'aller sur la Lune. C'était plus de 3 milliards de dollars à l'époque qui étaient dépensés. C'était le budget de l'État français à l'époque qu'ils ont utilisé pour aller dans l'espace. C'était une décision énorme. Quand ils ont décidé également en même temps de s'engager dans la guerre au Vietnam, c'était des dépenses énormes. Vous savez, la conséquence de tous ces actes-là en 1971, quand ils ont déclaré que le dollar n'était plus converti en or, c'était ça. C'est-à-dire que les Américains avaient besoin d'argent, ils ont utilisé la planche à billets, ils ont tiré des billets de dollars qui ont circulé à travers le monde. Ces billets-là étaient en grande masse dans les pays asiatiques, par exemple. Et quand ces pays asiatiques-là sont retrouvés avec ces billets-là pour demander leur conversion en or, les Américains ont dit nous n'avons pas assez d'or pour convertir tous ces billets-là. Donc vous voyez que ces présidents-là sont vraiment des présidents qui joignent l'acte à la parole. Voilà l'arrivée du président Macky Sall au centre des expositions de Diamniadio pour sa prestation de serment avec donc en direct. Il est accompagné par les membres du Conseil constitutionnel. Chérif Dia, que nous avons en repérage, s'il veut intervenir, il peut le faire à tout moment. Alors c'est véritablement là le début du cérémonial qui va marquer le début du magistère, on peut le dire, du président Macky Sall. Je le disais tout à l'heure avec donc le professeur Mounirou. Au plan politique, est-ce que vous attendez quelque chose aussi du discours du président Macky Sall, professeur Camara? Ce devrait être un beau discours, un discours qui va cadrer avec la solennité de l'événement, avec, je dirais, les attentes qui sont très fortes des concitoyens du président nouvellement élu. On devrait s'attendre donc à un discours mémorable avec sans doute de fortes envolées lyriques, peut-être même des effets de manche. Mais comme l'a dit M. Mounirou Ndiaye, mon collègue Mounirou Ndiaye, ce n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y aura derrière ce discours. Apparaît là, je dirais, la signification même de la notion de serment. Un serment, en sciences juridiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement solennel donné devant une autorité qualifiée, selon des formes prescrites. Engagement, je dirais, de remplir la mission qu'on a confiée à celui qui prête serment, de remplir au mieux cette mission, de faire de son mieux pour remplir cette mission. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas, à proprement parler, une obligation de résultat en la matière, mais on a une obligation de moyens. Le président des États-Unis qui prête serment, de par la Constitution de Philadelphie de 1787, jure devant Dieu, et dans toute la mesure de ses moyens, il est bien précisé dans le texte, dans toute la mesure de ses moyens, de chercher le bonheur des États-Unis, de défendre la Constitution, de sauvegarder la Constitution des États-Unis. Donc ça, c'est fondamental. Il ne s'agit pas de prêter serment et après d'oublier son serment et d'agir à sa guise, en piétinant, en foulant aux pieds les règles constitutionnelles. Hein. Lorsque le président de la République jure devant Dieu et devant les hommes qu'il va défendre les dispositions de la Constitution et des lois, il va falloir qu'il soit très regardant par rapport à l'application des lois dans ce pays. Je donne un exemple. Dans un passé récent, pendant la campagne électorale, j'ai entendu le président de l'Union des magistrats du Sénégal rappeler à l'ordre un magistrat en position de détachement qui était pris en flagrant délit d'activité politique, alors que c'est interdit par le statut de la magistrature. Le statut de la magistrature précise qu'un magistrat, même en position de détachement, n'a pas le droit d'avoir des activités politiques. Toute manifestation politique lui est interdite. Alors à ce moment-là, moi je crois que ce ne serait même pas le rôle, enfin si, c'est le rôle du président de l'Union des magistrats du Sénégal, mais au-delà,
c'est aussi le rôle du président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler le magistrat concerné à l'ordre, de lui faire tout simplement un rappel à la loi. Alors, à l'image, professeur, qu'est-ce que ça vous inspire, Macky Sall, avec les membres du Conseil constitutionnel en pleine discussion, comme on le disait, la parfaite harmonie qui règne entre eux. Il est aussi président du Conseil, au Conseil de la magistrature. C'est comme ça qu'on dit. Naturellement, bien sûr, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, voilà. Mais au-delà, moi je parlerai de dialogue interinstitutionnel, puisque le président de la République, de par la Constitution, c'est une institution. Le Conseil constitutionnel également est une institution de la République. Et donc qu'il y ait une parfaite entente entre ces deux institutions pour les besoins de la cause, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le serment c'est important. Quand on jure devant Dieu et devant les hommes, on doit se dire que chaque acte que l'on pose doit être lié au serment que l'on avait prêté lorsque l'on prenait fonction. On a rappelé tantôt la popularité du président Kennedy en son temps, parce que c'est quelqu'un qui cherchait, vaille que vaille, à respecter ses engagements, quelqu'un qui cherchait vaille que vaille à respecter son serment, mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Même le président Donald Trump, quoi qu'on lui reproche, c'est quelqu'un qui se bat becs et ongles pour appliquer le programme pour lequel il a été élu, même si c'est un programme très controversé. Des Américains. Ouais. Voilà son slogan, l'Amérique d'abord, Make America First Again. On le voit engagé, croiser le fer avec le Congrès pour instaurer ce fameux mur de séparation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça, c'était dans son programme. Et il a prêté serment, il a juré fidélité à l'Amérique, il a juré fidélité à son programme devant les électeurs et il fait en sorte tout simplement de respecter le programme pour lequel il a été élu. Donc ça, c'est fondamental. Donc le président Macky Sall, je crois que c'est son dernier mandat. Normalement, c'est son dernier mandat. Une fois que cette cérémonie de prestation des serments prendra fin, il va s'atteler à la construction nationale. Excusez-moi, professeur, pourquoi cette précaution? Pourquoi normalement c'est son dernier mandat? On devrait dire que c'est son dernier mandat. D'ailleurs, il y a l'incongruité pour moi, l'incongruité du débat sur un troisième mandat du président Macky Sall. On n'en est pas encore là. Il ne faudrait pas gâcher la fête. Je crois qu'il ne faudrait pas gâcher la fête. Ce n'est pas peut-être le moment de parler de ça. Mais enfin, voilà, il y a les germes d'une controverse qui ira crescendo d'ici 2024. C'est le moins qu'on puisse dire. Croyez-moi, ce sujet sera encore débattu et débattu au fur et à mesure que l'on se rapprochera de l'échéance de 2024. J'ai mon opinion là-dessus, hein, mais je crois qu'il ne faudrait pas chercher à gâcher la fête. Il faudrait tout simplement dire que le président Macky Sall, une fois qu'il sera installé, va s'atteler à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est la construction nationale. La prochaine étape, c'est la formation du gouvernement. Et il est attendu sur cette question de la formation du gouvernement. Je crois que je n'ai pas de conseil à lui donner, hein, mais il serait bien inspiré de constituer une équipe resserrée. On n'a pas besoin au Sénégal d'un gouvernement pléthorique de 50 membres. Je faisais des recherches hier par rapport à la composition du gouvernement de tel ou tel autre pays. Et je me suis rendu compte qu'il y a plus de ministres au Sénégal qu'en République populaire de Chine. C'est surréaliste, hein. Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son dernier gouvernement comporte 37 ministres. 37 ministres. Voilà, pour 1,4 milliard d'habitants, un pays qui fait plus de 9 millions de kilomètres carrés, nous sommes 14 millions je crois, pour un pays qui fait 196 426 kilomètres carrés, voyez-vous, hein, le Nigeria qui est à côté, le président Muhammadu Buhari d'ailleurs est à Dakar, c'est un invité de marque du président Macky Sall, il n'a pas encore formé son nouveau gouvernement, mais le gouvernement nigérian actuellement en place, qui expédie les affaires courantes jusqu'à la formation du prochain gouvernement, est un gouvernement de 36 membres. Pour un pays qui fait près d'1 million de kilomètres carrés, voyez-vous, le pays le plus peuplé d'Afrique, 194 millions d'habitants. Et donc il faudrait peut-être, on ne peut pas chercher à contenter tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur général de société. Je dirais également que
On ne peut pas concevoir qu'il y ait un ministre issu de chaque département. Hein. On ne peut pas raisonner dans cette logique-là, parce que sinon on s'en sortirait pas. Politique. Voilà, ça, il faudrait vraiment que l'on sente qu'il y a une rupture, la rupture qui était prônée, qui était chantée en 2012 et que l'on n'a pas vu venir, en tout cas, dans pas mal de domaines. C'est peut-être aujourd'hui le lieu de rectifier le tir, puisque de toute façon, dans le cadre de ce dernier mandat, le président Macky Sall a tout intérêt à chercher à entrer dans l'histoire. Oui. Alors, professeur Mounirou, les grandes priorités de ce second mandat, comme l'a si bien souligné le professeur Camara, nous avons, entre autres, les grands chantiers initiés par le président qu'il faut continuer. Il a été réélu sur cette base, mais il a dit les ruptures. Bon, je pense que les ruptures, il y en a plusieurs. Hein. On se rappelle qu'au départ, en 2012, ce qui était dit, c'était la gouvernance sobre et vertueuse. Au départ, avec le Premier ministre Abdoul Mbaye, ça avait bien pris. Parce qu'on se rappelle que dès la première année, l'État du Sénégal avait fait plus de 124 milliards d'économies budgétaires, qui avait même poussé Macky Sall à initier des programmes comme le PUDC. Hein. C'était beaucoup d'économies. Je me rappelle que de 34 milliards, la facture téléphonique de l'État est passée à moins de 11 milliards. Avec des opérations, les billets d'avion, les dépenses de classe A ont été réduits. Quand on a fait l'audit de la fonction publique, il y a plus de 39 milliards de francs CFA annuels qui ont été économisés à cause des postes fictifs, des tricheries sur les rémunérations, Et donc, tout ça, c'était... Si, véritablement, aujourd'hui, le président Macky Sall... Parce que par la suite, quand il a été assailli par des obligations dues à la gestion d'une coalition hétéroclite quand même, avec des idéologies qui ne correspondaient pas, des personnalités qui étaient difficiles à gérer. On connaît au Sénégal les personnalités difficiles à gérer. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, peut-être on peut lui pardonner en partie le fait d'avoir été dans une situation assez compliquée. Mais aujourd'hui il ne peut pas avoir de mandat supplémentaire. Je pense qu'il a toutes les cartes pour apporter les correctifs. Si les Sénégalais ont voté pour Macky Sall, nous en savons l'explication. Moi, je n'ai jamais été dans la contestation parce que je savais que les Sénégalais avaient voté pour lui. Il faut respecter ça. Des gens sont entrés dans les urnes pour mettre leur carte et quand on a regardé, c'était Macky Sall qu'ils avaient voté pour Macky Sall. Moi, j'avais fait le calcul et je me suis dit, Macky Sall a gagné les élections, il faut qu'on respecte ce verdict-là. Maintenant, il faut savoir que aussi c'était une stratégie qui a été développée depuis peut-être les locales. Parce que quand vous regardez, moi je l'ai dit, statistiquement, si vous prenez 400 000 pères de famille, vous leur donnez à chacun une bourse familiale, et vous dites à chaque père de famille, je vais te donner ta carte d'identité CEDEAO et ta carte d'électeur, mais au moins la famille.